Merci. Oui, comme la Mima. Tu as dit que si? Ah, mais pourquoi ça vient de là? Qui est? Hmm. Et pour tu me pas dit tu es si? Mima, ouais, Tracy, ton micro est ouvert.
Bonsoir à vous tous et on va commencer. J'ai affiché pour vous l'état des résultats parce qu'on va travailler sur la performance de l'entreprise. On va faire la partie pratique de Kinross. Donc, on va étudier la performance de l'entreprise Kinross. Bonsoir, Alors, professeur. oui, allô, bonsoir. Oui, excusez-moi. En fait, la semaine dernière, il y avait quoi? Non. Ah, ok, parce que m'avais démonté sous lien, moi, et pas de jam Non, dégain. non. Non, non, il y avait cours et puis il y avait pas cours et puis malheureusement, je n'avais pas les moyens de vous annoncer que j'avais pas cours Ah, parce que ok. j'étais en voyage tout au long de la journée. Je pensais que j'allais pouvoir arriver à temps, mais malheureusement, et puis je n'avais pas l'Internet pour vous l'annoncer. Excusez-moi. Ok, merci, madame. Pas grave. D'accord. Donc, c'est aujourd'hui la dernière fois, on avait vu la partie théorique de la performance de l'entreprise et aujourd'hui, on va voir la partie pratique. Donc, j'ai affiché pour vous l'état des résultats. Je viens de vous envoyer sur le groupe les les questions sur lesquelles on va travailler aujourd'hui. OK, je vous ai envoyé les 4 groupes de questions, les 4 pages où il y a des différentes questions. Donc, comme on l'avait vu dans la partie théorique et la performance de l'entreprise, donc on va se baser sur l'état des résultats parce que la performance, c'est voir est-ce que l'entreprise est rentable. Donc, pour étudier la rentabilité, il faut voir le rendement, le bénéfice, qu'est-ce que l'entreprise a réalisé. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et si vous regardez le premier groupe de questions, nous avons l'analyse du chiffre d'affaires. Après, on va étudier les marges, la rentabilité, l'activité de l'entreprise. Voici les différentes parties qu'on va voir, les groupes de questions. Donc, on va commencer par l'analyse du chiffre d'affaires. Si vous regardez l'état des résultats, vous voyez que on a les produits. Un simple coup d'œil, on vous permet de voir que le chiffre d'affaires a augmenté parce qu'on a dit vente de métaux. Vous avez vu que c'est passé de 3 842,50 à 4 311,4. Donc, on voit que c'est déjà en augmentation, mais il faut être précis. Donc, on va dire de combien le chiffre d'affaires a augmenté. Donc, on va calculer. Donc, si on regarde, même si on n'avait pas posé la question, la première question, quelle est l'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise? L'évolution du chiffre d'affaires. Donc, on a vu que c'est en augmentation. C'est en augmentation, mais de combien? Évolution du chiffre d'affaires. Donc là, on va dire que c'est le chiffre d'affaires de l'année N qui est 4 311,4 moins le chiffre d'affaires de l'année N moins 1, 3 842,5 divisé par 3 842,5. Donc, ça va nous donner l'évolution de 2011 à 2012. Donc, 4 311,4 moins 3 842,5 divisé par 3 842,5. Ça vous donne 12,20. Donc, le chiffre d'affaires a augmenté de 12,20%. 12,20%. Maintenant, la prochaine question, l'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise est-elle logique par rapport à la croissance ou au déclin du marché?
Il s'agit d'un marché qui, 10 ans de cela, c'était un marché en déclin. Mais on a remarqué que ces derniers jours, parce que si on regarde les informations fournies, on retourne, voilà, ici, on vous dit le secteur aurifère, depuis le début du 21e siècle, une seconde rouillée vers l'or se déroule au sein de l'économie mondiale. Donc, tout le monde va vers l'or. Dans ce contexte, des mines d'or fermées depuis des années ont ouvert pour tirer avantage de la hausse de 53% du coût du minerai. OK? Donc, il s'agit de marché qui est en évolution. OK? En 2012, le Conseil mondial de l'eau est convaincu que la demande d'investissement restera forte car le contexte macroéconomique est favorable à une augmentation du cours. Un marché des instruments de capitaux propres très volatile et perçu comme risqué par de nombreux investisseurs ainsi que des taux d'intérêt particulièrement faibles, voire négatifs, incitent ces mêmes investisseurs à se tourner vers l'or pour trouver du rendement. La situation est encore plus favorable dans le cas des pays du BRIC qui présentent des risques d'inflation. Les investisseurs sont tentés d'y chercher un refuge pour éviter une dépréciation de leurs actifs et l'or leur apparaît alors comme le meilleur placement. La hausse du cours de l'or s'est traduite par une forte augmentation de la production des mines d'or, une forte augmentation, qui a atteint en 2012 son plus haut taux historique en atteignant le record de 1809 tonnes. Donc là, on voit qu'il s'agit de marché qui est en évolution. OK? Donc, c'est logique. Au contraire, 12% c'est considéré comme faible par rapport à l'augmentation qu'on remarque sur le marché. OK? Ça, c'était la question. L'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise est-elle logique par rapport à la croissance ou au déclin du marché? Il s'agit de marché en croissance, donc c'est normal que le chiffre d'affaires de l'entreprise croît. La croissance du chiffre d'affaires est-elle liée à une croissance interne, développement de nouveaux produits, ou une croissance externe, acquisition d'autres entreprises? Si maintenant on regarde le cas de Kinross, on dit que Kinross est une entreprise spécialisée dans le secteur aurifère et des activités connexes, à savoir l'exploration et l'acquisition de biens miniers aurifères, l'extraction et le traitement de minerais aurifères et la remise en état de biens miniers. La société Kinross Gold Corporation mène des activités d'exploration et de production d'or, essentiellement au Canada, aux États-Unis, en Fédération de Russie, au Brésil, en Équateur, au Chili, au Ghana et en Mauritanie. L'or sous forme d'argent aurifère est expédié à des affinés en vue de son traitement final. Et l'entreprise est le troisième producteur d'or du Canada, derrière Barrick et Goldcorp, et le cinquième producteur mondial. Elle est basée et dotée à Toronto, au Canada. Elle fait partie de l'indice SP, c'est-à-dire que la société fait partie des 60 plus grandes capitalisations boursières canadiennes. Est-ce que maintenant, ce qu'on nous a demandé, est-ce que le chiffre d'affaires qu'on a là, est-ce que ça vient de Kinross directement ou bien et de d'autres entreprises que Kinross a achetées? Donc, on va voir dans les acquisitions de Kinross. Mhm. OK. Kinross Gold Corporation ainsi que ses filiales et co-entreprises collectivement Kinross, où la société exerce des activités minières dans le secteur aurifère et des activités connexes, à savoir l'exploration et l'acquisition de biens miniers aurifères,
et l'extraction et le traitement de minéraux aurifères et la remise en état de biens miniers. Kinross Gold Corporation, la société mère ultime, est une société ouverte constituée et domiciliée au Canada. Et l'adresse de son siège social est le 25 Rue York, 17e étage, Toronto, Ontario, au Canada. Les activités de production et d'exploration aurifère de Kinross sont menées principalement au Canada, aux États-Unis, en Fédération de Russie, au Brésil, en Équateur, au Chili, au Ghana et en Mauritanie. L'or est produit sous forme d'argent aurifère, lequel est expédié à des raffineries qui en assurent le traitement final. Kinross produit et vend également une certaine quantité d'argent. La société est cotée à Toronto, l'application des états financiers. Maintenant, les acquisitions. Dans les acquisitions, on va voir est-ce que le chiffre d'affaires de Kinross inclut d'autres entreprises. Le 28 juin 2012, la société a conclu la vente de sa participation. Ça, c'est une vente de 50% de la mine aurifère à une filiale de Global Ashanti pour un produit en trésorerie, ce qui a donné lui à un profit à la cession de 33,8 millions de dollars après impôt. Anglo Gold détenait auparavant la participation résiduelle de 50% dans la mine aurifère Crisas et est l'exploitant de la mine. Comme Crisas était un secteur opérationnel clairement distinct du reste de la société, tant sur le plan opérationnel que celui de la communication de l'information financière, les activités cédées ont été considérées comme des activités abandonnées. Donc ça, c'est l'abandon d'activité. Ça, c'est. Maintenant, on avance pour voir s'il y a des acquisitions. OK. Les pertes de valeur, la note 8. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2012, la société a inscrit des pertes de valeur totalisant 3,5 millions de dollars, comprenant une perte de valeur de 3,4 millions de dollars au titre de Tassias et Chirano, sommes qui ont été comptabilisées dans le coût des ventes, dans le compte consolidé de résultats. Par suite de la comptabilisation de la perte de valeur liée à l'IGT Tassias, un recouvrement d'impôts. La perte de valeur liée à Tassias comprend une charge de 2 milliards 130 millions de dollars se rapportant à l'écart d'acquisition et une charge de 1,2 milliard se rapportant aux immobilisations corporelles. Le test de dépréciation effectué relativement à Tassias opposition au modèle. Ça, c'est une entreprise qu'on a achetée, mais il n'y a pas eu de chiffre d'affaires en réalité. Bon, au contraire, on a enregistré une perte de valeur. Donc là, on peut dire que, OK, et là, si on regarde le profit sectoriel, chaque grade mine en exploitation de la société est considéré comme un secteur distinct. Les secteurs isolables sont les installations dont le chef de la direction examine les résultats opérationnels afin de prendre des décisions quant à la répartition des ressources entre les divers secteurs et à l'évaluation de la performance des secteurs. Donc là, si on regarde, le secteur opérationnel comprend Fort Knox, qui est situé aux États-Unis. Et en 2012, la participation de Kinross était de 100% et en 2011, Round Mountain à 50%, Kettle River à 100%, Q-Port à 50%, Paracatu 50%, Crisas, on l'a vendu en 2012, c'est pourquoi on a eu 0. La Quapa, et c'est au Chili à 100%, et les autres entreprises. Donc, cette année, on n'a pas acheté. On n'a pas acheté d'entreprises, même Tassias et Chirano, on les avait eus depuis 2011. Donc, et le chiffre d'affaires qu'on a là, ça n'inclut pas d'autres entreprises. Ça inclut seulement le chiffre d'affaires de Kinross. S'il y avait des chiffres d'affaires d'autres entreprises achetées, on allait enlever le chiffre d'affaires des entreprises achetées avant de calculer l'évolution. OK? Donc, maintenant, pour répondre à cette question,
Pour répondre à cette question, la croissance du chiffre d'affaires est liée à une croissance interne, développement de nouveaux produits au marché ou à une croissance externe. Là, ça vient d'une croissance interne parce que ça n'inclut pas les chiffres d'affaires d'autres entreprises. OK, maintenant sur cette première partie, je vais partager avec vous. En conclusion, madame, donc, cela vient d'une croissance interne, c'est ça? Oui, ça vient d'une croissance interne. Ah, ok. Donc, je vais partager avec vous. Ça va être une croissance interne parce que il n'y a pas eu d'autres entreprises qu'on a achetées sur l'année, qu'on a achetées au cours de l'année et qui auraient donné, qui auraient donné un chiffre d'affaires et ce chiffre d'affaires allait avoir un impact particulier sur le chiffre d'affaires de l'entreprise au cours de l'année. Donc, il n'y a pas eu ça. Donc là, et ce qu'on peut dire, vous avez vu mon écran, ce qu'on peut dire, donc Kinross Gold Corporation a pu améliorer ça, c'est un modèle, a pu améliorer son chiffre d'affaires de 2011 à 2012 pour le passer de 3,8 milliards à 4,3 milliards, soit une augmentation de 12,2% qui est jugée logique par rapport au marché qui est en pleine croissance en 2012, malgré l'abandon de certaines activités, parce qu'on a vu que pendant l'année, on a dû abandonner des participations qu'il y avait dans d'autres sociétés. OK? Donc, on doit faire ressortir, attendez-moi, un seul chiffre d'affaires amélioré à l'interne. Je dois mettre à l'interne pour faire ressortir la dernière question. A pu améliorer à l'interne son chiffre d'affaires de 2011 à 2012 pour le passer de 3,8 à 4,3 milliards, soit une augmentation de 12,2% qui est jugée logique par rapport au marché qui était en pleine croissance en 2012 malgré l'abandon de certaines activités. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? OK? Donc, si vous n'avez pas de questions, on avance et on va prendre le deuxième groupe de questions. Deuxième groupe de questions qui concerne les marges. Madame, Oui, oui, en fait, est-ce que vous pouvez reprendre le calcul que vous avez fait pour la première question, je vous prie, oui. Pour et la les première question, 12%, oui, pour les la 12% première que vous question, avez. c'est la même formule qu'on a l'habitude d'utiliser pour l'évolution. Donc, on prend chiffre de l'année N, moins chiffre de l'année N-1, divisé par le chiffre de l'année N-1. C'est l'application de la formule pour l'évolution horizontale de l'entreprise. Mais je vais reprendre. Donc, on a chiffre d'affaires de l'année 2012, 4 milliards 311 millions,4. Chiffre d'affaires de l'année 2011, 3 milliards 842,5. Comme on calcule l'évolution, on a vu que c'est en augmentation, mais on ne connaît pas le chiffre. Donc, on va prendre chiffre de l'année N-1, chiffre de l'année N alors, 4 milliards 311,4 moins chiffre de l'année N-1, 3 milliards 842,5 divisé par chiffre de l'année N-1, 3 milliards 842,5, ce qui nous donne les 12%. 12,2%.
D'accord, merci beaucoup. D'accord, je vous en prie. OK. Maintenant, on va prendre les marges. Les marges. OK. Première question sur les marges. Quel est le niveau de la marge brute, de la marge d'exploitation et de la marge nette? Lorsqu'on parle de niveau, là, on n'a pas parlé d'évolution. Plus bas, on va parler d'évolution. Mais là, on a parlé du niveau. C'est-à-dire que ça, c'est l'analyse verticale. Qu'est-ce que ça représente par rapport au chiffre d'affaires? OK. La marge brute, on a la marge brute ici. On a vu que c'est une perte, pas vrai? On a vu que c'est une perte et une perte qui a tendance à augmenter. OK? En 2011, il y avait une marge brute de moins 1,205,3 et en 2012, c'est passé à 1,748,2. Donc, c'est une perte qui a tendance à augmenter. Donc, la situation de l'entreprise se dégénère. OK? Donc, on va tout d'abord, on va calculer ce que ça représente. La marge brute, qu'est-ce que ça représente? En 2011, et en 2012. En 2011, la marge brute représentait, disons, 1,205,3, ça va être en négatif, divisé par le chiffre d'affaires. Donc, marge brute de 2011 divisé par chiffre d'affaires de 2011. Et en 2012, on a la marge brute qui est encore négatif, 1,748,2 qu'on va diviser par 4,311,4. Donc, quel est le niveau de cette perte? Que représente cette perte par rapport au chiffre d'affaires? Donc, on a 1,205,3 divisé par 3,842,5. Ça représente 31,36%. La marge. Et puis maintenant, 1,748,2 divisé par 4,311,4 qui représente 40 points. Donc, la perte augmente aussi par rapport au chiffre d'affaires. Donc, la perte de 2011 représentait 31,35% et la perte de 2012, 40,54% du chiffre d'affaires. Ça, c'est la marge brute. Maintenant, la marge d'exploitation. La marge d'exploitation et la perte opérationnelle, c'est la marge d'exploitation. En 2012, c'est 1,575,5 divisé par 3,842,5. OK? Et après, en 2012, on a 2,246,6 divisé par 4,311,4. Donc, on voit que la situation de l'entreprise se détériore d'année en année, ce qui n'est pas bon, pour l'entreprise. Donc, faites les calculs. Donc, voilà, on a 1,575,5 divisé par 3,842,5, donc qui nous donne
41%. Donc, une perte qui représente 41% du chiffre d'affaires et 2,246,6 divisé par 4,311,4 qui représente 52, plus de la moitié du chiffre d'affaires est passé en perte. Et finalement, on a la marge nette. La marge nette, on a la perte nette. En 2011, c'est 2 milliards 13. 2 milliards 13 divisé par 3 milliards 842,5 et on a 2 milliards 509,7 par 4 milliards 311,4. Deux milliards 13 divisé par 3 milliards 842,5. C'est pire, 52,39% en 2011 et en 2012 et 2 milliards 509,7 divisé par 4 milliards 311,4 qui nous donne 58,21%. Donc, c'est une situation, la situation de Kinross se détériore d'année en année. Et maintenant, comment les marges ont-elles évolué au cours des dernières années? On a vu que les marges ont tendance à se détériorer d'année en année. Tel que on a la marge nette, on va calculer l'évolution des marges. On a la marge nette, la marge brute. La marge brute pour la marge brute commence à se détériorer. Donc, on va dire, donc, le fait que c'est une perte, donc c'est la perte de 2011, la perte de 2012, donc 1 milliard moins 1 milliard 748,2. Donc, on allait dire moins. Et comme déjà ça, ainsi moins, on va dire plus. 1 milliard 205,3 divisé par 1 milliard 205,3 qui nous donne une évolution négative de 45%, moins 45%. Pour Excusez, la marge d'exploitation, excusez, professeur. oui, oui. Moi, on j'en perdu calcul que vous faites, oui, pour évolution, hein. Mhm. Moi, L'évolution, c'est wow. toujours chiffre de l'année N moins chiffre de l'année N-1 divisé par chiffre de l'année N-1. Mais là, on a marge brute. Oui, de la marge brute, on avait moins 1,748,2 milliard, OK? Mhm. Ça devrait être moins, c'est pas vrai? Mais il y a déjà un signe moins devant 1 milliard 205 qui est une perte. Oui, Ça donne un plus. oui. 1 milliard 740, donc moins 1 milliard 748,2 plus 1 milliard 205,3 divisé par moins 1 milliard 205,3. Ok, ok, merci. OK, d'accord. On va faire la même chose pour la marge d'exploitation. On va dire c'est 2 milliards moins 2 milliards 246,6 plus 1 milliard 575,5 divisé par 1 milliard 575,5. OK, donc on a moins 46,6 plus 1 milliard 575,5 divisé par 1 milliard 575.
675,5 qui nous donne 42,59. Donc, l'augmentation de la perte de la marge brute en 2011, c'était de 45%. Là, c'est passé à 40, pratiquement 43%, 42,59. Et maintenant, on va regarder au niveau de la marge nette. Donc, la perte nette, c'est encore la même chose. Moins 2,509,7 plus 2,13 divisé par moins 2,13. 2,509,7 plus moins 2,509. Plus 2,13 divisé. Et là, ça nous donne une évolution de 24,67%. Donc, c'est une perte. Globalement, tous les niveaux de perte sont en augmentation. Donc, on a la marge brute qui a augmenté de 45%, la marge brute qui est négative. Cette négativité a augmenté de 45%. La marge d'exploitation a augmenté de 43% et la marge nette de 24,67%. Donc, une situation qui se détériore pour Kinross. Et l'autre question, pourquoi ont-elles évolué dans ce sens? Changement de stratégie, est-ce que c'est changement de stratégie, augmentation des coûts de production, amélioration de la qualité des produits? Là, si on regarde, dès le niveau de la marge brute, on a vu que il y a eu un problème. Regardons le coût des ventes. Le coût des ventes lié à la production, si c'était le coût des ventes, on n'allait pas avoir ce problème. Parce qu'on a un coût des ventes de 1,546 milliard pour des ventes de 3,842 milliards. Donc, c'est moins de 50% le coût des ventes. Et en 2012, c'est la même chose. Maintenant, ce qui a donné le problème, ce qui est à la base de ce problème, c'est la perte de valeur. La perte de valeur qu'on avait vue à la note 8, la perte de valeur qui vient de la perte de valeur qu'on a eu à enregistrer sur les entreprises Tacias et Chirano. Parce que ces entreprises-là, j'ai l'impression qu'on avait fait un mauvais achat. On avait mal évalué la valeur de ces entreprises. Donc, on les a achetées et pour une valeur, on les a achetées beaucoup plus cher que leur valeur réelle. C'est ce qui est arrivé. La note 8, on l'a dit ici. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2012, la société a inscrit des pertes de valeur totalisant 3,527,6 milliards de dollars, comprenant une perte de valeur de 3,410 milliards de dollars au titre de Tacias, qui est une entreprise, et les 111,3 millions de dollars au titre de Chirano, sommes qui ont été comptabilisées dans le coût des ventes dans le compte consolidé de résultats. Donc, c'est la dévaluation des entreprises Tacias et Chirano. Donc, ça veut dire que Kinross avait fait un mauvais achat. On a fixé un prix pensant que ces entreprises-là avaient cette valeur-là, mais malheureusement, lorsqu'on commençait à les exploiter, c'est à ce moment-là qu'on a enregistré la perte. Donc, la valeur qu'on avait accordée à ces entreprises-là, cette valeur-là n'était pas réelle. OK? Donc, maintenant, pourquoi il y a eu
cette marge nette. Donc, c'est pas, là, la question on a dit, est-ce que c'est changement de stratégie? Non. Augmentation des coûts de production? Non. Amélioration de la qualité des produits? Non plus. OK? Donc, ça vient c'est de d'une mauvaise évaluation, lors de l'achat, lors de l'acquisition des entreprises, lors de l'acquisition des entreprises Tassias et Chirano. Mauvaise évaluation des entreprises Tassias et Chirano qui ont emmené, mauvaise évaluation qui a amené Kinross à les dévaluer. Enregistrant ainsi une perte de valeur. Une perte de valeur. Une perte de valeur de 3,5 milliards en 2012 et 2,9 milliards en 2011. OK? Est-ce que c'est clair? OK. Maintenant, quel est le niveau des frais commerciaux et administratifs de l'entreprise en fonction des ventes? On les a ici. Charges générales et administratives en fonction des ventes. Quel est le niveau des frais commerciaux et administratifs? Ça veut dire que c'est tout le bloc. Donc, on a autres coûts opérationnels, exploration et expansion des affaires, charges générales et administratives. Donc, on va dire que en 2011, en 2012, on a eu 84,4 plus 2,34,9 plus 173,1. OK? Et en 2011, c'était 62,1, 134,5, 173,6. OK? Et qu'est-ce que ça donne? On va voir ce que ces deux totaux représentent par rapport au chiffre d'affaires. Donc, on a 84,4, 234,9 plus 173,1 qui nous donne 492,4. Par rapport au chiffre d'affaires de 2012, donc on va diviser par 4,311,4. En 2011, 62,1 plus 134,5 plus 173,6 qui nous donne 370,2 et qu'on va diviser par le chiffre d'affaires de 2011, 3,842,5. Donc, en 2011, le chiffre d'affaires, les frais administratifs et commerciaux représentaient 9,63% du chiffre d'affaires. Et en 2012, 492,4 divisé par 4,311,000
0.4, ça donne 11,42. Donc, tout ça aussi, et les charges administratives augmentent. Parce que en 2011, c'était 9,63 du chiffre d'affaires et en 2012, ça représente 11,42%. Et la question qui suit est par rapport aux ventes de l'entreprise par rapport à ses concurrents, je ne crois pas qu'on ait donné pour les concurrents et au cours des dernières années, on va regarder l'évolution. Au cours des dernières années, on va dire est-ce que ça a augmenté? Qu'est-ce que ça représentait au cours des dernières années? Et en 2012, le chiffre d'affaires, les frais commerciaux et administratifs étaient de 492,4, moins les frais commerciaux et administratifs de 2011, 370,2, divisé par 370,2, ça donne 33%. Donc, les frais commerciaux et administratifs ont augmenté de 33%, ce qui a eu aussi un effet négatif sur les marges. Est-ce que ça vous va? OK. Maintenant, on va regarder l'autre question. Par rapport aux concurrents, on n'a pas donné. Les informations qu'on a données pour le secteur, ça n'inclut pas les frais commerciaux et administratifs. OK. Maintenant, on continue avec les questions sur les marges. Dans le cas d'une entreprise présente dans plusieurs secteurs, quelles sont les activités qui ont généré les marges les plus élevées? Là, on l'avait déjà vu dès le premier chapitre que Kinross faisait partie, travaille dans un seul secteur, qui est le secteur aurifère. OK? Donc, Kinross ne travaille pas dans plusieurs secteurs. Donc, cette question ne concerne pas l'entreprise Kinross. Le niveau des marges de l'entreprise est-il cohérent en regard de celui des sociétés du même secteur? On va regarder le niveau des marges pour le secteur. Laisse-moi aller regarder pour voir est-ce que c'est cohérent. Le niveau des marges. On va comparer les marges de Kinross avec les marges du secteur. OK, les marges, voilà. On a les marges ici. On a la marge d'exploitation, on a la marge nette. Donc, c'est ce qu'on peut comparer. On a vu que les marges, c'est un pourcentage, donc c'est par rapport au chiffre d'affaires, le niveau des marges. Donc, la marge d'exploitation pour 2012 était au montant négatif 41%. Donc, moins 41%. OK? Moins 41%. Non, moins 52% en 2012. Et là, si on essaie de classer par rapport au secteur, on va voir que Kinross est en dernière position parce qu'on a un montant négatif. On a un montant négatif. Et là, le seul montant qu'on a qui est négatif dans la marge d'exploitation, c'est moins 5,1. Après, les niveaux. Donc, il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence, c'est parce que
et c'est une mauvaise affaire avec Tassias et Chirano. Kinos a conclu une mauvaise affaire. Donc, Kinos se trouve en dernière position par rapport à la marge d'exploitation. Par rapport à la Maginette, c'est la même chose. C'est l'entreprise Barrick Gold qui a eu moins 4,6. On a l'entreprise Zijin, non anglo-américaine, moins 6,6. Après, on a Kinross avec moins 58. Donc là, il n'y a pas de cohérence parce que Kinross on se trouve vraiment très loin des autres entreprises en termes de mauvaise performance. OK? Et puis maintenant, la dernière question. La dernière question, le niveau des marges est-il cohérent en regard de la stratégie de l'entreprise, différenciation et réduction des coûts? Non, c'est pas cohérent parce que l'entreprise a conclu une mauvaise affaire qui a eu un impact négatif sur l'entreprise elle-même. Maintenant, je vais fermer. Attendez-moi. OK. Je vais partager avec vous le, le PowerPoint. OK. Qu'est-ce que j'avais? Et maintenant, concernant les marges, cependant, toutes les marges sont négatives à cause de la perte de valeur enregistrée sur les entreprises Tassias et Chirano. En effet, les marges brutes d'exploitation et nettes sont négatives respectivement de 40,59, 52 et 59,23 et ont évolué malheureusement à la hausse, soit 45%, contrairement à ce qui se passe au niveau du secteur. On doit ajouter que Kinross, et en ce qui concerne le niveau des marges, Kinross se trouve en dernière position par rapport aux concurrents. OK. Et puis, on avait dit, laisse-moi mettre là en note, les frais commerciaux et administratifs ont augmenté pour passer de 9,6 à 11,56%, démontrant ainsi que la stratégie adoptée par l'entreprise n'est pas cohérente. OK? Elle n'a pas su maîtriser ses coûts. OK? Est-ce que ça vous va?
qui a augmenté de 33%. Vous êtes là? Oui, Oui, madame. madame. OK. Qui a augmenté de 33%. Est-ce que ça vous va? OK. Maintenant, le prochain groupe de questions concerne la rentabilité. Ça concerne la rentabilité. Donc, je vais fermer ici pour partager avec vous le livre. Oh, laisse-moi, attends. Il y a un petit problème parce que je ne vois pas le livre. OK. OK. Maintenant, on va passer à l'analyse de la rentabilité. Vous savez que les deux plus grands ratios de rentabilité, c'est le ROI et le ROE. OK? Donc, les questions, vous allez répondre aux questions concernant le ROI et le ROE. On est au niveau de la rentabilité. Quelle est la rentabilité des capitaux propres de l'entreprise? Rentabilité des capitaux propres, c'est le ROE. Et vous savez, pour la rentabilité des capitaux propres, on va utiliser le bénéfice net ou bien la marge nette. Ou bien la marge nette. Donc, on va dire marge nette qui était déjà négatif, pas vrai? Donc, le ROE sera négatif aussi. Il n'y a pas à sortir de là. Donc, on a ROE 2012. Donc, c'est moins 2509,7 qu'on va diviser par les capitaux propres. Et en 2011, c'est moins 2013 divisé par les capitaux propres. On va voir. Capitaux propres, 9 milliards 925,7. OK? Et en 2011, c'était de 12 milliards 470,7. Donc, quel est le niveau du ROE? ROE, $2 milliards 509,7 moins alors, moins 2 milliards 509,7 divisé par 9 milliards 925,7 qui nous donne moins 25,28% en 2012. En 2011, c'est moins 2013 divisé par 12 milliards 470,7 qui nous donne moins 16%. Ça, c'est le ROE. ROE. Maintenant, ça, on nous a demandé quelle est la rentabilité des capitaux propres de l'entreprise. On a calculé le ROE. Maintenant, comment a-t-elle évolué dans le temps? Comment le ROE a évolué dans le temps?
c'est la rentabilité des fonds propres est négative et cette négativité augmente d'année en année. C'est passé de 16 à 25%. Donc, c'est une non-performance. C'est une non-performance qui augmente de 2011 à 2012 pour passer de moins 16% à moins 25-28%. Quelles sont les raisons de cette évolution? Raison, c'est toujours la perte enregistrée sur les entreprises et Tassia Chirano. Comment a-t-elle évolué par rapport aux concurrents? On va regarder et fermer le micro. Christelle, ferme ton micro. Attendez-moi, attendez. Je ne vois pas pourquoi. À chaque fois, le livre disparaît. OK. Donc, le ROE, la perte augmente chaque année. Maintenant, on va comparer avec le secteur d'activité. Secteur d'activité, on va voir pour le ROE du secteur. OK? ROE, c'est la deuxième colonne, la rentabilité des capitaux propres. On a eu moins 25-28. Donc, et on a moins 3, moins 5,1. Donc, qui nous se trouve en dernière position. OK? Maintenant, quelle est la rentabilité de l'actif de l'entreprise? Rentabilité de l'actif, on sait que c'est le ROI. Donc, en 2012, donc on va prendre la marge d'exploitation qu'on va diviser par l'actif total. Par l'actif total. Par l'actif total. Laisse-moi aller au niveau du bilan pour prendre l'actif total. On va prendre tout d'abord la marge d'exploitation. C'est la perte d'exploitation, la perte opérationnelle, moins 2,246,6 et on a moins 1,575,5. Et on va prendre l'actif. L'actif est de 14,882,4 en 2012 et 16,508,8 en 2011. Donc, on aura un ROI négatif aussi. ROI négatif, moins 2,246,6 qu'on divise par
14 882,4. Ça donne moins 15,09. Et en 2011, c'était de moins 1 575,5 qu'on divise par 16 508,8. Donc, ça nous donne moins 9,54%. Donc, c'est toujours un montant négatif. OK? Ce qui va donner un effet de levier négatif aussi parce que le ROE est pire que le ROI. C'est-à-dire que l'impact du ROI négatif a donné un plus gros impact sur le ROE. OK? Et puis maintenant, si on continue avec les questions, quel est le bénéfice par action? Regardons le bénéfice par action, ça va être une perte parce que tous les niveaux de rentabilité sont négatifs. Bénéfice par action. Le bénéfice par action est de 2,2, moins 2,2. Moins 2,2 bénéfice par action. Moins 2,2. Et puis, c'est passé de moins 1,8 à moins 2,2. Ça a été une détérioration. Et quelles sont les raisons de cette évolution? C'est toujours la même chose, c'est la perte enregistrée sur les entreprises et Stasias et Chirag. OK? Et maintenant, chers amis, c'est le moment de reprendre, de regarder, de faire l'analyse de cette partie-là. OK? Donc, depuis 2011, les résultats de Kinross étaient négatifs et ont tendance à augmenter chaque année de sorte à avoir un impact négatif sur tous les niveaux de résultats. C'est ainsi que le ROE a enregistré une perte passant de 16,14% à 25,28%. Et le ROI a suivi avec des investissements non rentables de 9,54% à 15,09%. Ces résultats ont classé Kinross en dernière position parmi les autres entreprises du secteur. Il en est de même du bénéfice par action qui a subi les contre-coups en évoluant avec des moteurs de rendement négatifs, soit de moins 1,8% en 2011 à moins $2,2 en 2012. Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? OK? Donc, s'il n'y en a pas, on continue avec l'analyse de l'activité. L'analyse de l'activité de Kinross. L'entreprise a-t-elle un besoin ou une ressource en fonds de roulement? Est-ce qu'il y a un besoin ou bien une ressource? Donc, on va calculer le fonds de roulement de l'entreprise. Et on va encore partager le document. L'entreprise a-t-elle un besoin ou une ressource? OK, on va calculer le fonds de roulement de l'entreprise.
Vous savez que le fonds de roulement, c'est la formule, c'est actif à court terme moins passif à court terme. OK? Donc, pour 2012, on a l'actif à court terme. C'est l'actif courant, 3,600,8 moins le passif à court terme. Passif, c'est le passif courant qui est de 3 milliards, non, qui est de 1,306,2. Donc, qui donne, il y a un fonds de roulement de 1,294,6 en 2012. Et comment était la situation en 2011? En 2011, l'actif à court terme, était de 3,117,8 et le passif à court terme, 795,7. OK? Ce qui a donné un fonds de roulement de 2,322,1. Maintenant, on peut calculer le besoin en fonds de roulement parce qu'on nous a demandé est-ce qu'il y a un fonds de roulement, est-ce qu'il y a un besoin ou bien une ressource. Le besoin en fonds de roulement, vous savez, c'est les actifs cycliques moins les passifs cycliques. Actifs cycliques, on va prendre client et stock. On a débiteur et stock. Donc, on a 287,3 en 2012 plus 1,257,7. OK? Qui nous donne 1,545. Maintenant, on va enlever les comptes fournisseurs. Moins les fournisseurs. Fournisseurs, c'est créditeurs. Donc, 632,8. Qui nous donne 912,2. Donc, on a un fonds de roulement en 2012 de 1,294,6. On a un besoin en fonds de roulement de 912,2, ce qui va nous donner une trésorerie positive, c'est bon, de 1 000. Donc, c'est fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement, 912,2. Donc, on a une trésorerie positive de 482,4 en 2012. En 2011, comment a été la situation du besoin en fonds de roulement? Besoin en fonds de roulement, c'était de 309,4, stock 976,2, OK, 1,282,6, OK, qui est les actifs cycliques. Maintenant, moins les créditeurs, 575,3, qui nous donne 710,3. Donc, une trésorerie positive encore. Donc, Kinross n'a pas de problème de trésorerie. Kinross a un problème de préférence de rentabilité, mais pas de problème de trésorerie. L'entreprise a-t-elle un besoin ou bien une ressource en fonds de roulement? L'entreprise a une ressource en fonds de roulement parce qu'on a un fonds de roulement
en positif qui nous a amené à une trésorerie positive. Quel est le niveau du fonds de roulement de l'entreprise? Lorsqu'on nous demande le niveau, donc puisque c'est le fonds de roulement, c'est un point, c'est un élément du bilan, donc on va diviser par le total de l'actif. Donc on a le fonds de roulement lorsqu'on donne niveau, donc c'est fonds de roulement sur actif. En 2012, le fonds de roulement était de 1,294,6 qu'on va diviser par l'actif total. L'actif total qui est de 14,882,4. OK? Et en 2011, c'était de 2,322,1 qu'on va diviser par 16,508,8. Donc, c'est un bon niveau. D'ailleurs, c'est positif. Donc, on a 1,294,6 divisé par 14,882,4, ce qui nous donne 8,7%. Et on a 2,322,1 divisé par 16,508,8, qui nous donne 14,6%. Oui. Oui, madame, pour le fonds de roulement de 2012, j'ai trouvé 2,294 millions,6. Tu as pris 3 milliards, laisse-moi voir. 3,117,8 en 2011. L'actif à court terme était de 3,117,8 et tu as enlevé le passif à court terme 2012. en 2012. Tu as 3,600,8. Oui, Et puis, moins 1,306,2. oui. 6, 2, 10, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 2, 6, 2. Ah, ok, effectivement, merci. 2,294 milliards. Ok. 2,294 milliards. Tu as raison, merci. Donc, c'est 2,294,6 divisé par 14,882,4 qui nous donne 15 points, pratiquement 42. 15,42%. Et en 2011, donc c'est en évolution. En 2011, c'était de 14,06%. OK, merci. Et puis maintenant, quel est le niveau du fonds de roulement? On l'a trouvé. Le ratio de rotation de l'actif est-il logique par rapport à la stratégie explicite de l'entreprise? La rotation de l'actif, lorsqu'on dit rotation de l'actif, c'est vente sur actif. C'est vente sur actif. La rotation de l'actif, on a les ventes qui étaient de 4,311,4 divisé par 4,882,4 en 2012. Et la rotation, $4,311,4 divisé par 14,882,4. On a 0,28. Pratiquement 0,29, ce qui n'est pas correct parce que on a investi 14 milliards et le chiffre d'affaires est seulement de 4 milliards. Donc, ce qui n'est pas correct. Donc, l'entreprise n'a
n'a pas adopté une stratégie d'augmentation du chiffre d'affaires parce que le chiffre d'affaires est trop bas par rapport à l'investissement de l'entreprise. En 2011, c'était de 3 842,5. On divise par 16 508,8. Donc, 3 842,5 divisé par 16 508,8. Donc, 0,23. Il y a eu une évolution à ce niveau, mais 0,23 fois, c'est pas normal. Donc, l'entreprise devait travailler beaucoup, beaucoup plus pour augmenter son chiffre d'affaires. Quelle est la décomposition de la rentabilité de l'actif entre la rotation de l'actif et la marge nette? La décomposition, vous vous souvenez que le ROI, on a dit c'est l'effet de la rotation de l'actif et de la rentabilité des ventes. Donc, on a une rotation de l'actif de 0,29 multiplié par la rentabilité des ventes. La rentabilité des ventes, c'est négatif. C'est négatif. La rentabilité des ventes. Donc, on va prendre la marge nette divisée par le chiffre d'affaires. La marge nette qui est de 2 509,7 divisé par 4 311 négatif alors. Moins 2 509,7 divisé par 4 311,4 qui nous donne moins 58%. Donc, et aux deux niveaux, donc le ROI qu'on a trouvé qui est négatif, ça vient de la négativité de la rentabilité, de la non-performance des ventes parce que les ventes ne sont pas rentables. Les ventes, c'est 58% négatif. Et on a, donc, l'actif n'a pas roulé parce qu'on a une rotation de l'actif qui devait être de 2 à 3% qu'on a eu à 0,29. Donc, la rentabilité de l'entreprise, la non-performance de l'entreprise vient d'une part des ventes, des ventes qui ne sont pas élevées et ces ventes-là non plus ne sont pas rentables parce qu'on a eu une rentabilité négative. OK? Est-ce que c'est clair? OK. On poursuit. OK. Le ratio de rotation de l'actif est-il élevé? Non. Donc, si c'était élevé, on allait dire une stratégie basée sur le volume. Donc, c'est juste faible. Et donc, c'est même pas une stratégie basée sur la marge parce que la marge est négative. Concernant la gestion des stocks, quel est le délai moyen de rotation des stocks? Délai moyen de rotation des stocks. Délai moyen de rotation des stocks. Donc, on va dire c'est stock divisé par le coût des marchandises vendues qu'on multiplie par 365 pour nous donner le délai. Donc, on va trouver les stocks au niveau du bilan. On a stock
1,257,7 et en 2011, c'était de 976,2 qu'on va diviser par le coût des marchandises vendues. On va prendre les coûts de production. On ne va pas prendre tout et parce que il y a cette perte-là là-dedans qui va biaiser les chiffres. Coût des ventes, on a 1,850,8 et là, on a 1,546,1 multiplié par 365 jours. Donc, voilà, on va calculer cette rotation. Donc, et 1,257,7 divisé par 1,850,8 égale multiplié par 365, on a 248 jours. C'est trop, 248 jours. Donc, c'est pour le stock qui nous garde, ça dure presque une année, 248 jours. Et maintenant, en 2011, c'était de 976,2 divisé par 1,546,1 multiplié par 365, c'est 230 jours. Au contraire, ça a tendance à se détériorer. C'était de 230 jours et c'est passé à 240 jours. Ce délai est-il différent des entreprises du secteur? On va regarder pour le secteur d'activité, quel est le délai de rotation des stocks? Délai de rotation des stocks. Si vous regardez la deuxième colonne, vous allez voir que, en général, l'entreprise qui a le montant le plus élevé, c'est 86 jours. 86 jours. Et pourtant, si on regarde pour Kinross, c'est 248 jours. Donc, et c'est vraiment très loin de ce que fait le secteur. Très, très loin. Très, très loin de ce que fait le secteur. Le secteur prend 86 jours pour vendre son stock et pourtant, on voit que Kinross prend 248 jours pour le faire. OK. Et concernant la gestion des stocks, quel est le délai? OK, c'est ce qu'on a vu. Quelle est l'évolution récente de ce délai? C'est un délai qui est en augmentation. En 2011, c'était de 230 jours, c'est passé à 248. Le délai augmente, quelle en est la raison? Est-ce dû à un investissement insuffisant en matière de logistique ou obsolescence des produits vendus? Comme c'est des deux là, on ne peut pas parler d'obsolescence, mais peut-être que Kinross garde les prix et puisque Kinross ne libère pas, ne diminue pas les prix, donc maintenant les clients ne sont pas intéressés à acheter la marchandise de Kinross qui apparaît trop cher par rapport au secteur. Parce que Kinross n'arrive pas à vendre son stock dans un délai raisonnable. Maintenant, la gestion des comptes clients. Gestion des comptes clients, donc c'est délai de paiement, délai de recouvrement des comptes clients.
Donc, ça va être client sur vente multiplié par 365. OK, client. On retourne au bilan. Client. Client. On a 287,3 divisé par 24,311,4 multiplié par 365 jours pour 2011. Pour 2012. Pour 2011, on a 309,4 divisé par 3,842,5 multiplié par 365. Donc, on a 287,3 divisé par 4,311,4 multiplié par 365, 24 jours. 24 jours. Et en 2011, c'était de 309,4 divisé par 3,842,5 qui nous donne multiplié par 365 qui nous donne 29 jours. OK? Donc, les clients qui payaient dans 29 jours, maintenant arrivent à payer dans 24 jours. Ça, c'est bon. C'est une politique beaucoup plus restrictive pour pousser les clients à payer. Mais ça peut avoir aussi un effet négatif sur les ventes parce que puisque le délai client diminue, peut-être que les clients ne seraient pas intéressés à acheter puisqu'ils n'auront pas le temps peut-être de vendre la marchandise qu'ils ont achetée. Donc, mais et c'est un bon point pour Kinos. Et maintenant, en termes de questions, et quelle est l'évolution récente de ces délais? C'est ce qu'on vient de calculer. Est-ce que le délai augmente? Non, le délai diminue. Si le délai diminue, quelle en est la raison? Peut-être c'est une politique, comme je viens de dire, une politique beaucoup plus restrictive afin de pousser les clients à payer, mais qui peut avoir aussi un effet négatif sur, sur les ventes parce que, et puis maintenant, on va comparer avec le secteur d'activité. On va comparer avec le secteur d'activité pour voir est-ce que, est-ce que les concurrents adoptent la même politique, la politique restrictive. Laisse-moi voir. Que font les clients, les concurrents de leur côté? OK, client. Et le client, en moyenne, c'est 16 jours, à peu près 17 jours. Et oui, excusez-moi un instant.
Oui. Donc, les clients, il y a un client 74 jours, en moyenne, c'est 16 jours. Là, on peut dire que c'est pas mauvais par rapport aux autres. Laisse-moi voir comment est classé Kinos. On a l'entreprise qui prend moins de jours, qui est pire, c'est l'entreprise Royal Gold, 74,85. Donc, la meilleure entreprise, si on passe par les plus petits, la meilleure entreprise, c'est Newcrest, qui ne donne pas du crédit du tout. 0 jour. Yamana, 0 jour. 2, maintenant on a 5,18, 3, 6,34, 4, 8,16, 5, 8,16, 5, 11,26, 6, 14,84, 7, 16,90, 8, 16,98, on est à 24, 16,98, et quinoa, c'est en 9e position. 9e position sur 15 et en dessous de la médiane. Je pense que ce n'est pas trop mauvais pour quinoa. Maintenant, l'autre question, on a demandé quelle est la proportion de créances douteuses en fonction des ventes. Proportion de créances douteuses en fonction des ventes. Quel est le montant des provisions pour créances douteuses en fonction des ventes? Est-ce que les clients ne payent pas vraiment? On va voir. Créances douteuses en fonction des ventes. Et à l'état des résultats, produit charge, montant net, et produit fini. OK. Peut-être qu'il y a une note, où on fait mention des provisions. Et provisions. Je me rappelle avoir vu les provisions. Provisions pour créances douteuses. OK. Des provisions. La décomposition des provisions. OK. Votation d'étudiants de questions. Sur le 31 décembre 2012, 720,8. On va regarder 720,8 par rapport aux ventes. Par rapport à 4,311,4. 720,8. 720,8 divisé par 4,311,4 et ça représente 16,7%. 16,7%. Et est-ce qu'il y a par rapport au secteur, je pense que c'est élevé, mais maintenant, est-ce qu'on donne ces informations pour le secteur? Comment se positionne le secteur en termes de provision? Malheureusement, il n'y a pas. 16,7%. Quelle est l'évolution? Non. Quelle est la proportion de créances douteuses en fonction des ventes? Donc, 16,71%. Maintenant, concernant les dettes envers les fournisseurs, quel est le délai de paiement de l'entreprise? Quel est le délai de paiement? Délai de paiement, on va prendre fournisseur divisé par achat. Donc, on doit calculer les achats. On doit calculer les achats. Vous savez comment calculer les achats?
Le coût des marchandises vendues, si on passe par ce niveau, on va dire c'est stock du début plus achat, OK, moins stock fin, OK, stock fin égale coût des marchandises vendues. OK. Maintenant, si on calcule pour 2012, 2012, le stock du début, c'est le stock de 2011. OK? Le stock du début, c'est le stock de 2011. Stock de 2011 au niveau du bilan. Le stock de 2011, qui est le stock du début, c'est 976,2, plus achat qu'on ne connaît pas. Le stock de la fin, c'est le stock de 2012. 1,257,7 milliard. Maintenant, le coût des marchandises vendues, on va prendre le coût des ventes au niveau de l'état des résultats. Ça va nous donner le montant des achats. Le coût des ventes lié à la production, 1,850,8 milliard. OK? Donc là, on va juste faire la formule pour dire que donc, il est 976,2 plus achat moins 1,257,7 égale 1,850,8. Donc, ce qui nous amène à dire achat égale 1,850,8 plus 1,257,7 moins 976,2. Donc, achat égale 1,850,8 plus 1,257,7 moins 976,2 égale 2,132,3 en 2012. Donc, fournisseur, pour calculer le délai fournisseur, on va dire fournisseur divisé par achat. Fournisseur, c'est les créditeurs. Donc, c'est 632,8 divisé par 2132,3 multiplié par 365. OK, 632,8 divisé par 2,132,3 multiplié par 365 égale 108 jours. 108 jours. Et comment que ça a été en 2011? En 2011, on va faire la même chose. On va calculer les achats. On va calculer les achats pour 2011. On va dire c'est stock de 2010, 731,6 plus achat, moins le stock de 2011, 976,2, égale coût des marchandises vendues, qui se trouve à l'état des résultats. On prend le coût de production. On prend le coût de production. Le coût de production à l'état des résultats. OK, qui est de 1,546,1. Donc là, ça nous donne achat égale 1,546,1 plus
76,2 moins 731,6. Donc, et ce qui nous donne comme achat, on a 1,546,1 plus 976,2 moins 731,6 qui donne 1,791 milliard. Donc, fournisseur en 2011, donc on a 575,3 divisé par 1791 multiplié par 365. Et donc, 575,3 divisé par 1791 multiplié par 365, 117 jours. Donc, et Kinross prend 117 jours en 2011 pour payer ses fournisseurs et 108 jours, il a amélioré et il a connu une certaine amélioration en 2012 pour passer ça à 108 jours. Mais maintenant, quelle est la situation du secteur? Quelle est la situation du secteur? Combien de jours le secteur prend pour payer les fournisseurs? Maintenant, est-ce que c'est un accord entre Kinross et ses fournisseurs? Ou bien est-ce que c'est de la négligence? Est-ce qu'on considère Kinross comme un mauvais payeur? On ne sait pas. Le secteur prend en moyenne 43 jours pour payer. Et là, l'entreprise qui prend le plus avant Kinross, c'est Yamana, qui prend 102 jours, et pourtant Kinross est à 108 jours. Et là, ça, c'est pas aligné par rapport au secteur. Le secteur ne prend pas tout ce nombre de jours pour payer. À part Yamana qui est à 102, on a 78. Donc, on pense que peut-être que tout est le problème de Kinross aussi. Et il y a un problème de paiement, bien que Kinross n'a pas de problème de trésorerie. Donc, voilà. Et quelle est l'autre question? Quel est le délai moyen de paiement? Ce délai est-il différent de celui des entreprises du secteur? Oui. Quelle est l'évolution récente de ces délais? C'est passé de 107 jours, 117 jours à 108 jours. Le délai a augmenté. Le délai a diminué alors. Quelle en est la raison? Là, on peut dire que d'ailleurs, le délai était trop élevé. Il s'agit juste d'une amélioration et cette amélioration n'a pas amené et Kinross à s'aligner avec le secteur d'activité. Donc, ce sont ces calculs qu'on a eus. Maintenant, en termes d'analyse, en ce qui concerne la gestion de l'entreprise, les calculs ont démontré que Kinross fonctionne avec un fonds de roulement positif qui est considéré comme une ressource. Le besoin en fonds de roulement est aussi en positif. Il faut noter par ailleurs que le fonds de roulement a évolué en dents de scie avec une augmentation de 2010 à 2011 suivie d'une baisse en 2012. Toutefois, la décomposition de la rentabilité de l'actif révèle que la stratégie de Kinross se base sur le volume, les marges étant négatives.
En outre, les autres paramètres de gestion ont évolué négativement. Il s'agit des stocks qui représentent les stocks qui représentent combien de jours on a trouvé pour les stocks? Attendez voir. Les stocks qui représentent, et c'était de 248. Les stocks qui représentent 248 jours. 248 jours de vente. Tandis Entendu. qu'en 2011, il était de 200. $30? Et, et micro, s'il te plaît, micro, 230 jours. Les clients ont eu aussi cette tendance à augmenter le délai de recouvrement en le faisant passer de 15 jours, non, en le faisant passer de 29 jours, de 29 à 24, à 24 jours. Contrairement aux clients, les fournisseurs sont payés dans un délai de 108 jours. 108 jours en 2012, il était de 117 jours. Adoptant ainsi une stratégie d'amélioration des conditions de paiement. Kinross n'est pas une entreprise rentable étant donné la négativité des principaux éléments de rentabilité, soit le ROE et le ROI. Voici ce qu'on a eu, ce qu'on peut avoir et comme texte représentant et répondant à toutes les questions. Maintenant, à vous, de mettre dans votre style. Il suffit que et les éléments importants, les points saillants soient ressortis. Donc, maintenant, est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? Madame, on va faire ça avec métro comme d'habitude pour vous Oui, oui, oui. l'envoyer. Oui, oui. Vous allez faire avec métro. D'accord. OK. OK. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous laisse partir et vous allez faire comme vient de le faire remarquer l'étudiant. Donc, vous allez appliquer, vous allez faire l'analyse de la performance de l'entreprise métro. Pas de questions? OK. Donc, merci. Merci et à la prochaine, à mardi prochain. Madame, Oui, oui, oui. le délai est toujours pour dimanche? Dimanche.